et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, faut pas mettre de tiret. Moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House. 107e room de notre club sur Clubhouse, le pod.club podcast magazine. On est très heureux de vous retrouver avec Frédéric et avec Zuber et avec Raphaël. Ils sont déjà là, ils sont déjà dans la room. On va d'ailleurs les mettre modérateurs tout de suite pour qu'on puisse ensemble. Alors oui, Raph, tu me fais remarquer dans le chat qu'en effet, en général, il y a des rooms qui sont proposés par les cerveaux, nos amis qui rédigent. Et puis vous-même, vous pouvez aussi proposer vos rooms, sauf que cette semaine, il n'y avait pas de room proposé. Donc on a imposé le sujet et on n'a pas de personnes qui vient parler de ce sujet en particulier. C'est une thématique dont on voulait parler avec Fred. Quand j'ai posé la question à Fred, je lui ai dit de quoi tu veux parler et on a dit tiens, payant ou gratuit. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à faire un tour sur cool.podcastmagazine.fr et vous allez dans la partie pour ceux qui font partie des rédacteurs, les cerveaux. On est à peu près 90 aujourd'hui dans cet espace des cerveaux, et si vous voulez nous rejoindre en tant que rédacteur de Podcast Magazine, bien vous pouvez faire une demande simple à rentrer dans cet espace des cerveaux. Vous avez un petit formulaire, il y a un petit calendrier où vous pouvez réserver les prochaines rooms avec des thématiques que vous choisissez. Donc passez par cool.podcastmagazine.fr. Vous savez, c'est notre plateforme qui nous permet de rester en contact et d'avoir des espaces différents pour les auditeurs, un espace pour les podcasteurs, podcasteuses, et puis un espace pour ceux qui veulent aller plus loin que simplement être podcasteur ou être auditeur et rédiger dans le magazine, faire des propositions de curation, vous savez, de sélection des meilleurs podcasts pour les dernières pages du magazine numéro 2 qui sortira normalement avec un peu de retard le 15 février puisqu'on est en train de terminer les dernières modifications et l'imprimeur a pris un peu de retard parce qu'ils nous ont encore augmenté le papier. Les salopios. Je pense qu'on est à peu près à 150% d'augmentation entre le moment où on a décidé de faire du papier avec le magazine et aujourd'hui. Simplement pour vous donner un ordre d'idée, de grandeur. Puisqu'on parle argent, eh bien, on peut parler aussi d'argent et de coût des choses. Je pense que tout augmente et ça fait un peu peur, un peu froid dans le dos. Mais bon, comme d'habitude, on arrivera de toute façon à s'en sortir. La vie est faite de hauts et de bas et on remonte de toute façon un jour la pente, quoi qu'il arrive, n'est-ce pas, Monsieur Bois-Latour ? Oui, mais c'est une belle vision d'optimisme. Moi, je sais que je suis l'inverse, c'est-à-dire que je suis très pessimiste, défaitiste, alarmisme, tout ce qui se termine en isme, donc vous le constatez. Mais sinon, oui, effectivement, la vie commence toujours demain. Exactement. Alors, on va dire bonjour déjà à Zuber et Raph qui sont là. Salut Zuber, salut Raph. Vous allez nous parler un peu de vos expertises et expériences de podcast payants, si vous en avez déjà acheté. Est-ce que d'ailleurs, dans la room, certains ont déjà acheté un abonnement, par exemple sur Apple Podcast ou sur Sibel ou sur Magellan pour écouter des podcasts? Quelle est votre expertise? Quel est votre retour par rapport à cet abonnement? Ou est-ce que vous faites partie des contributeurs de certains podcasts que vous suivez? Et pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important de contribuer et d'aider? Alors bien sûr, on sait pour les podcasteurs, mais pourquoi est-ce que ce podcast en particulier vous intéresse? Il y a toujours une raison particulière. Et c'est de ça dont on va essayer de parler pendant ces 40 minutes. Je vous rappelle, on arrête la room à 13h50, faute d'actualité de notre côté avec la Radio Week, la Radio et Podcast Week. Ce matin d'ailleurs, à 11h, on a accueilli Code Source, qui a gagné un prix. On a accueilli Christopher Siminelli. Orso Média. Et on a accueilli aussi la directrice, la fondatrice de Merlin. Vous savez, cette petite enceinte pour les enfants, pour écouter des livres audio et des podcasts.
On y va, petit jingle avant le billet acidulé de Monsieur Brulatour. C'est parti. Radio House. Ça va, vous m'entendez bien là ou j'ai besoin de faire un effort particulier? J'imagine que vous m'entendez bien, oui. Ouais, on t'entend très très bien. Bon, très bien. Bien sûr que si vous en aviez la possibilité, mes cocos, vous obligeriez vos auditeurs à opter pour des abonnements payants afin qu'ils aient accès à vos contenus sonores, natifs ou replay d'ailleurs, 5, 10, 15 euros ou plus chaque mois pour qu'ils puissent vous écouter. Que ce monde du travail, et en particulier celui du podcast, deviendrait alors intéressant. Certains s'y sont essayés. Alors pour l'instant, comme le disait un célèbre corrézien, ça a fait pchit. Alors, je ne suis pas certain que la petite poignée d'expérience qui a été tentée ces derniers mois en France par 2 ou 3 studios a porté ses fruits. Qu'est-ce qui me le fait penser ? Tout simplement parce qu'on n'a eu aucun retour des expériences qui consistaient à proposer, pour souvent moins de 5 euros d'ailleurs par mois, un contenu exclusif. Alors, quand on connaît l'entrain qu'ont les studios, les radios à mettre en avant leurs bons résultats, et dans ce cas précis, personne n'est revenu à la charge avec des communiqués dithyrambiques, donc j'en déduis que ces expériences n'ont pas séduit le public et qu'elles ont été des échecs. Mais petit rappel, parce que la société actuelle nous pousse à être amnésiques collectivement, donc je vais vous rafraîchir la mémoire. En avril 2021, le studio Louis Média lançait en écriture sa première série payante. En juin 2021, les auditeurs de plus de 170 pays pouvaient souscrire à des abonnements par le biais des chaînes directement sur Apple Podcast. À la même période, Europe 1 avait lancé Ondelat Raconte Premium. Même Pénélope Boeuf, je me souviens, avait proposé tous ses contenus sans aucune publicité via une offre payante sur Apple Podcast d'ailleurs à partir de 1,49 € par mois. Depuis, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Le tout gratuit, c'est un état d'esprit, c'est ce qu'il faut donc en conclure. On cite souvent l'exemple américain pour mettre en avant la radio dite payante et le podcast dit payant. Alors de l'autre côté de l'Atlantique, le marché fonctionne plus ou moins bien, mais pour des raisons qui sont liées non pas au contenu, mais à une position géographique, même si votre contenu est soigné ou exclusif. Un modèle qui fonctionne pour la radio payante parce que les distances sont tellement grandes qu'il est impossible de couvrir l'intégralité du pays avec des émetteurs. Donc les éditeurs passent par exemple par le satellite et les auditeurs acceptent de payer un abonnement pour pouvoir écouter leur programme. C'est l'inconvénient d'habiter loin de tout. Puis là-bas, l'auditeur n'a pas forcément été habitué non plus au tout gratuit qui est en France une vraie philosophie de vie, pour ne pas dire une maladie. Alors, hormis de bonnes audiences qui entraînent mécaniquement de bons revenus, hormis un accompagnement participatif de votre communauté, hormis une levée de fonds ou le développement de podcasts de marque, entre parenthèses, dont le chiffre d'affaires généré vous permettrait à terme de produire des séries originales, bon, vous l'avouerez, la marge de manœuvre reste quand même relativement étroite pour générer des revenus. Et en l'état actuel, et sans prendre trop de risques, la stratégie qui consisterait à mettre en place un abonnement payant pour obtenir un contenu, donc pour le coup là, exclusif, reste assez hasardeuse en France. Même si vous proposez un contenu à très haute valeur ajoutée, ce qui, dans tous les cas, vous obligerait quand même à consacrer un budget relativement conséquent, car dans tous les cas, voir ici, dans ce cas précis, la très haute qualité exige beaucoup d'investissement. Bon, ça me semble encore être relativement hasardeux. Vous allez me dire, on paye bien pour un abonnement mensuel ou pour voir des films ou écouter la musique. C'est vrai, moi le premier, mais c'est pas pareil. Le cinéma et la musique sont beaucoup plus populaires que ne l'est le podcast, qui demeure toujours un secteur qui passe sous les radars. D'ailleurs, à ce propos-là, le dernier Digital Report 2023 nous rappelle que la France est presque bonne dernière lorsqu'il s'agit d'écouter des podcasts, elle est 45e au classement derrière le Nigeria, voilà, qui devrait freiner vos idées fumeuses de commercialisation. La seule possibilité qui pourrait à très long terme bénéficier de résultats est celle qui consiste à proposer à ses auditeurs différents flux radiophoniques sans pub. Le groupe Bauer Media tente actuellement l'expérience en Scandinavie avec des programmes sans pub et pour certains dits de niche. Alors c'est pas idiot à condition que ce genre de flux sous abonnement soit unique, donc exclusif, et soit aussi et surtout disponible partout, chez soi, dans sa voiture, sur son téléphone. Alors ça demande une importante logistique technique, mais encore une fois, pourquoi payer alors que sur le web vous trouverez toujours un produit, on va dire, quasi similaire et en plus de ça, donc gratuit. Autre sentiment que j'ai déjà évoqué ici, c'est la différence entre adhésion et abonnement. Alors je me permets, Philippe, d'en remettre une petite couche quand même parce que c'est nécessaire. C'est pas parce que vos auditeurs adhèrent à ce que vous dites à la radio ou dans vos podcasts qu'ils sont prêts à s'abonner en monnaie sonnante et trébuchante à ce que vous leur proposez.
c'est la différence qu'il y a entre adhésion et abonnement. Il faut bien comprendre que ce qui différencie l'adhésion et l'abonnement, c'est ça, les qualités et les efforts qu'il faut fournir pour encourager une adhésion ne sont pas forcément les qualités et les efforts qu'il faut fournir pour transformer l'essai en un abonnement payant. Bref, pour terminer, autour de tout ça, il y a quand même un climat très anxiogène, je vais y arriver, notamment et en particulier en France, Philippe le disait en préambule, il y a quand même une inflation qui pique, qui est galopante, et puis une situation internationale, une inflation, une guerre aux portes de l'Europe dont personne ne sait quelle sera véritablement sa conclusion, un climat social qui est tendu en France comme ailleurs également. La situation n'est pas propice à demander à l'auditeur de donner du temps encore et un peu d'argent. Et on sait que ces situations instables freinent l'engouement des Français qui doivent composer avec des dépenses contraintes qui sont de plus en plus élevées. Ce qui est certain, c'est que notre société est sur un point de bascule. Alors jamais d'ailleurs le monde récent n'a été aussi près de ce point de bascule. Personne d'ailleurs ne peut dire de quel côté la société basculera. On sait tous qu'on s'y dirige, mais on ne sait pas vraiment quel sera le point d'arrivée de cette période. Tant que le contexte sera ce qu'il est, il sera pas impossible forcément, mais beaucoup plus difficile de se lancer dans ce genre de challenge, Philippe. Ouais, ben oui, ça c'est clair que la période actuelle n'est pas forcément propice à prendre des abonnements, que ce soit d'ailleurs un magazine ou un podcast, et peut-être encore moins un podcast. On en parle tout de suite avec vous qui êtes dans cette room. On vous invite vraiment à nous partager, vous levez la main, venez partager les expériences que vous avez eues sur des podcasts payants. Pourquoi est-ce que vous êtes abonné à un podcast ? Est-ce que vous êtes abonné à un podcast ? Pourquoi vous ne l'êtes pas ? On aimerait vraiment vous entendre dans cette room. On a 40 minutes à passer ensemble. Maintenant 30 minutes, puisqu'on s'arrête à 50, on a dit. 30 minutes à partager ensemble. Et donc, on va tout de suite demander à Zuber et à Raph, qui ont tout de suite voulu monter dans la room. Zuber, tu as déjà payé pour accéder à un podcast ? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux considérer ? Alors, non. Non, excusez-moi, je suis un mauvais créateur de contenu et un mauvais consommateur. Non, je suis pas prêt à payer pour un podcast. Je suis pas prêt à payer pour un podcast parce que je suis un peu exigeant, je veux de la qualité. Je veux des rendez-vous réguliers, comme à la télé. Comme je veux quelque chose qui me fasse rêver. Oui, je paye pour un abonnement de streaming Apple TV, mais quand je regarde les contenus, waouh, j'ai les oreilles qui explosent, les yeux qui brillent. Il y a quelque chose. Un podcast, et c'est jamais parfait. Donc il y a toujours un épisode sur 2 qui est pas top, etc. Les modèles où il faut payer et on a du contenu exclusif, ça m'embête. Oui, mais alors je suis d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu veux dire, c'est que quitte à payer, il faut que ce soit parfait. Sinon, t'es pas d'accord qu'il y ait des épisodes qui soient moins bons que d'autres ou qui engagent un peu moins. Et c'est vrai que la promesse est pas facile à tenir quand on fait un podcast récurrent, parce qu'on a toujours des épisodes qui sont forcément moins bons que d'autres et obligatoirement parce que la production ne demande pas autant d'argent et autant de temps qu'une production d'une série de télé que tu peux avoir sur Apple TV qui sont en effet toutes excellentes parce que toutes très bien produites et très bien. Enfin, il y a toujours un concept très très original chez Apple TV, ce qui n'est pas forcément le cas sur un Amazon vidéo où il y a quand même des séries ou des films qui sont un peu limites. Mais il y a des procédés que j'ai adoré de voir, les cagnottes, les Patreon, les Litchi ou les cagnottes, ça oui, il n'y a pas de problème. Parce que c'est pas un podcast qu'on soutient, c'est un projet, c'est une équipe. Ouais, donc là, alors, le projet dont on parle souvent, qui ressort, et je regardais sur Internet rapidement, vous savez, je fais toujours ça, je googlise le thème de la journée, et ce qui ressort tout de suite, c'est un article alors en 4, 5e position, c'est un article de Radio France qui date d'il n'y a pas très très longtemps, sur France Inter, le novembre 2022, les podcasts payants en France, et donc ils disent un peu ce que tu disais, Fred, en intro, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont lancé, et ça marche le podcast payant en France, clairement, la réponse est non.
Mais il faut croire que ce n'est pas ce qui fait peur aux gars de Slate, puisque Slate aussi a lancé son podcast à succès, transfert payant, et celui dont on parle souvent et dont il parle aussi dans cet article de France Inter, c'est Cerno, qui aujourd'hui a quasiment 1000 personnes qui contribuent à son Patreon. Donc Patreon, je rappelle, c'est une plateforme participative qui vous permet en fait... et ce qui s'est passé avec Cerno, c'est qu'il a changé son modèle en cours de route, puisque le podcast on pouvait l'écouter gratuitement sur n'importe quelle plateforme, et depuis l'épisode 100, un peu avant, il a tout mis exclusivement sur Patreon. C'est-à-dire que Patreon a son propre flux RSS et il peut directement faire en sorte que tu t'abonnes au flux RSS du Patreon si tu as un abonnement valide. Et si tu contribues, si tu ne contribues pas, tu n'as qu'un extrait qui est diffusé sur l'ensemble des plateformes. Et ça a été un changement en cours de route de Julien Cernobori. On pourra l'inviter d'ailleurs pour qu'il nous donne un peu son retour là-dessus, parce que c'était un risque pour lui. Je me rappelle, avant qu'il lance ça, il nous disait je ne sais pas si c'est bien ce que je vais faire, mais je le fais, parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Il y a un côté aussi unique dans le podcast qu'il fait. C'est un peu une anti-enquête sur le tueur des vieilles dames des années 80, Jean-Thierry Mathurin et Thierry Paulin. Et il y en a peu comme ça, parce qu'il faut dire aussi que son podcast est en général de très bonne facture, quoi qu'il arrive, et il n'y a pas d'épisodes qui sont vraiment moins bons les uns que les autres sur son podcast. Donc je pense que là, il y a matière en effet, mais pour lui en avoir parlé et lui avoir dit, c'est les 1000 personnes qui contribuent entre 5 et 15 euros par mois, ça ne lui suffit pas pour embaucher quelqu'un qui fait le montage. C'est toujours lui qui fait le montage, c'est toujours lui qui fait l'ensemble de la prod, de la réalisation. Il a donc quelqu'un qui l'aide pour la musique, mais tout le reste, c'est lui qui fait. Je vous invite d'ailleurs à lire dans le Podcast Magazine, on a fait une interview de lui avec sa journée. On explique toute sa journée du matin jusqu'au soir, mais c'est un sacerdoce. C'est vraiment, et d'ailleurs, il le dit, c'est sa vie, et aujourd'hui, il pense qu'il va mourir avec son podcast, comme Molière. Si je peux me permettre, il y a un système qu'on m'a parlé et qui je trouve très intéressant. C'est ce que fait Carlos Diaz avec son podcast chez Sean Carney. C'est que avec sa plateforme Uncut, il te donne accès, il te demande d'acheter un NFT et toutes les personnes qui achètent un NFT possèdent une partie du podcast, mais aussi une partie des bénéfices ou des gains du podcast. Tout à fait. Ouais, d'ailleurs, on va aussi en parler. On a fait un pas à pas, si vous voulez, parce que vous pouvez vous aussi mettre votre podcast sur Uncut. Et dans Podcast Magazine numéro 2, qui va sortir donc dans pas longtemps, on a fait un pas à pas, comme on avait fait dans le numéro 1, on a fait un pas à pas si vous voulez rajouter un plugin NFT sur votre site web. Et bien là, on vous montre comment ajouter votre podcast et le monétiser par le biais des NFT sur Uncut, avec Carlos Diaz, qui a lancé ça il y a un certain temps et qui a réussi sa saison 4, puisque tous les NFT ont été achetés. Après, il est dans une communauté très fan de NFT. Je pense que les NFT peuvent effrayer un certain nombre de personnes, parce qu'il faut... alors, sur Uncut, justement, il simplifie le process, puisqu'on n'a pas à créer un wallet. On met sa carte bleue et derrière, on a son accès et on peut écouter le podcast et participer un peu à l'aventure de ce qu'il appelle l'Hacienda. Donc c'est un groupe WhatsApp dans lequel il y a plein de choses qui se passent. Après, de toute façon, même pour lui, c'est pas simple. Il a réussi à faire un bon coup, et après, chaque personne qui va acheter un NFT, eh bien, il a un groupe de 50 personnes à qui il a offert des NFT qui sont des actions en fait de sa saison 4, et à chaque fois qu'il va vendre d'autres NFT, eh bien, ça va rémunérer ces 50 personnes qui ont acheté des NFT et en espérant qu'ils arrivent à couvrir leur mise de départ. Ce qui n'est pas fait, ce qui est pas le cas. Je peux vous le dire puisque j'en fais partie des 50. Donc j'ai suivi ce projet de très près justement pour m'intéresser à ça et voir comment ça marchait. C'est même pour lui qui est vraiment, il est à la Silicon Valley, il est dans un environnement NFT de start-upper, c'est quand même pas simple, parce que pour engager les gens, même sur ce genre de choses, il faut être sans arrêt là, proposer des nouvelles choses, des événements, des rencontres. Donc c'est un vrai travail, et surtout, je pense que c'est encore plus un gros travail et une grosse responsabilité quand on faut payer.
Ce qui est peut-être moins le cas quand on fait pas payer. Raphaël, je vois que tu applaudis. Oui, j'applaudis, évidemment. Bon, comme souvent, entre Fred dans son intro et toi quand tu rebondis, beaucoup de réponses sont déjà apportées et c'est déjà très riche. Pour faire payer un podcast, bah, il faut déjà une audience, qui est quand même le sujet de quasiment toutes tes rooms. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment on développe son audience, comment on a une audience, et ce qui amène la question, est-ce qu'on fait payer au début ou pas? C'est-à-dire, est-ce que quand on lance un podcast directement payant, est-ce que c'est un frein ou pas à développer son audience? Peut-être. Et si on le fait après, est-ce que c'est pas une possibilité de perdre une partie de l'audience? Donc déjà, voilà, je pense que dans l'idée de faire payer, il faut déjà qu'on ait une audience. Quand tu lances un podcast et que tu aperçois que tu as 50 personnes qui écoutent, il est déjà difficile de réfléchir au mode de paiement. Ensuite, est-ce qu'il s'agit d'abonnement, de contribution ou d'un modèle publicitaire? On est en France, on a une culture de la pub. Nos contenus ont toujours été financés par la pub. La télé était financée par la pub, ou l'État, la radio aussi. Et donc, l'habitude d'acheter du contenu est quand même assez rare. Enfin, elle n'est pas dans notre culture. Il y a des pays où très tôt, dès les années 60, 70, 80, il y avait des contenus payants. Et voilà, c'était pas un problème de laisser quelques dollars ou quelques livres pour acheter des choses. Nous, on n'est pas dans cette culture. Et là encore, pour mettre de la pub sur son podcast, pour entrer dans une régie, faut de l'audience. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Quand on voit comment Salto, peu importe le contenu, pour parler d'autre chose, a fermé parce que les Français sont pas prêts à payer pour une plateforme française, ça donne quand même une idée du rapport qu'on a au paiement d'un contenu qui aurait des droits ou pas, ou qui pourrait nous intéresser. Même le livre audio a mis un temps de dingue à prendre, et encore, je ne sais même pas si on peut appeler ça prendre, mais voilà, ça a mis vraiment du temps. Alors, l'idée, c'est effectivement de savoir qu'est-ce que tu fais payer, et quand bien même tu ferais payer, quand on voit l'audience française des podcasts, on va être très loin de ce qui peut se passer sur YouTube ou Twitch. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui pourrait vivre d'une contribution, comme tu viens très bien de le dire, sur un podcast. Donc ça veut dire que quand bien même on ferait financer son podcast, ce serait jamais qu'un pourboire, enfin c'est pas méprisant quand je dis ça, mais ce serait jamais qu'un bonus en fait. Mais je vois mal aujourd'hui, en l'état actuel des choses, quelqu'un qui pourrait intégralement vivre de son podcast, où on pourra toujours trouver 2-3 exemples ci et là, mais pour le développer aux gens qui sont souvent sur cette room ou aux podcasts français qui prennent un peu, ce serait difficile. Dernier point qui a été abordé, je crois, par l'un de vous deux, c'est la liberté. C'est-à-dire qu'il y a une de tes rooms récentes qui était sur le rythme de publication, où on a réfléchi, est-ce que on est obligé d'avoir un rythme? Qu'est-ce qui se passe quand on ne le tient pas? Est-ce que l'audience est prête à être bienveillante quand on ne tient pas son rythme? Qui était un peu une des conclusions de cette room. Je pense qu'à partir du moment où ton audience, elle paye, elle est beaucoup moins conciliante sur un rythme qui viendrait à s'égrener ou à s'élargir, alors que tu t'es engagé au moment de l'abonnement à quand même soutenir ton rythme. Donc en fait, je pense que tout ça contribue à rendre le paiement d'un podcast très, 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 très complexe de mon point de vue. Est-ce que moi, j'ai payé pour des podcasts? Pas vraiment. J'ai payé pour des contenus. Alors effectivement, vous allez dire il est monomaniaque avec son Prince, parce que un de mes podcasts est quand même consacré à cet artiste. Mais mine de rien, en 2001, il a créé un club qui était payant, où il y avait un show radio. Donc on y est quand même, un show radio d'1 heure tous les mois qui était proposé, avec de la musique, des interventions ou autres. Donc c'était un peu les prémices et de Spotify et du podcast. C'était en 2001. Ça a tenu 2 ans, quoi. C'est-à-dire que même à l'échelle mondiale, alors c'était tôt par rapport à la propagation d'Internet, et en France, beaucoup de gens se plaignaient qu'avec un modem, c'était impossible à télécharger. Mais néanmoins, même des mastodontes de la pop culture ont du mal avec les abonnements, quoi. Donc c'est quand même un modèle qui est très très complexe, qui fait rêver. Il y a toujours 2-3 cas qu'on te met en avant, un peu comme les startups dans Capital, tu vois, qui te laissent croire que avec un projet d'étude, tu vas devenir milliardaire. Ça existe, mais à mon sens, c'est à la marge.
Je suis d'accord et je pense qu'on est sur une technologie aussi, l'Internet, qui est d'abord à l'origine pas payante, et le RSS, qui est aussi une technologie open source, alors c'est pas pour dire qu'on parle de tout dans le Podcast Magazine, mais dans le prochain Podcast Magazine, on fait l'interview d'Adam Curry, qui est le podfather, le père du flux RSS, à qui Steve Jobs a passé un coup de fil pour... quand il lançait iTunes pour lui dire il avait un catalogue de 3000 podcasts pour lui dire est-ce que je peux prendre votre podcast pour lancer iTunes, et il a dit oui, et c'est comme ça que le flux RSS a eu une évolution et surtout n'a pas été bloqué par les majors, puisque les majors demandaient à brider le flux RSS, alors que Adam Curry disait moi, je veux que ça reste ouvert et open source. Et Steve Jobs lui a dit, est-ce que vous en avez besoin pour votre créativité ? Il a répondu oui. Et à partir de là, le flux RSS est resté open source et ouvert, et l'est encore. Et là, il travaille maintenant sur le podcast 2.0 avec un RSS encore plus ouvert et qui permet à l'intérieur de monétiser son podcast par des biais de NFT ou de paiement à l'intérieur du flux RSS sans passer par des structures tierces, c'est-à-dire des hébergeurs ou des choses comme ça. Donc, interview très très intéressante. C'est Benjamin Bellamy de Castopod qui a fait cette interview, qui l'a traduite et qui l'a proposée pour Podcast Magazine. Honnêtement, c'est le futur qui est en train de se profiler. Et à l'intérieur de cet article, il est dit aussi une chose très intéressante, c'est que Apple n'a plus le monopole du podcast aujourd'hui, ce qui était quand même le cas il y a encore 4-5 ans, où si on voulait exister en podcast, il fallait être impérativement sur Apple Podcast aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans l'article, il le dit aussi, il répond à cette question. Le pays qui est le moins présent sur Apple Podcast, c'est la France. Et il dit, je trouve ça super badass, vous savez, le truc qui est assez gonflé à la française, toujours à faire l'exception culturelle, où les Français, beaucoup de Français, podcasteurs, ne mettent pas leur contenu sur Apple Podcast et sont sur d'autres plateformes. Et eux ont un site qui s'appelle Podindex et qui référence, Podcast Index, qui référence l'ensemble des podcasts. Ils ont 4,5 millions de podcasts référencés, ce qui est 2 fois plus que Spotify ou Apple, et qui est open source, c'est-à-dire vous pouvez aller attaquer, alors il faut s'y connaître un peu en code, mais vous pouvez aller chercher, et c'est ce qu'on a fait dans Podcast Magazine, puisqu'on fait un dossier hébergeur où on passe en revue tous les hébergeurs, et on a mis un chiffre de combien les hébergeurs ont de nouveaux podcasts en 2021 et en 2022, et vous allez voir, c'est assez surprenant. Mais je n'en dis pas plus. Donc, est-ce que d'autres personnes dans la room ont payé pour des podcasts et sont satisfaits? Est-ce que vous avez des choses à partager tant qu'on est ensemble, parce qu'on aimerait vraiment avoir des avis un peu différents. Moi je vais vous donner le mien, puisque vous voulez pas monter et vous voulez pas lever la main, mais n'ayez pas peur, il faut vraiment que vous vous sentiez libre de monter, c'est totalement ouvert. C'est pas parce qu'on parle beaucoup et qu'on dit des choses des fois intéressantes, des fois moins intéressantes, que vous êtes obligé de rester tranquillement auditeur. Moi et j'en parle beaucoup, donc c'est pour ça que je trouve que ce que fait Cerno, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant, et donc je suis un contributeur de Cerno depuis maintenant 2 saisons, enfin depuis 2 ans, que je renouvelle, parce que je trouve qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Et d'autant plus maintenant qu'on ne peut plus écouter le podcast. Donc je pense qu'il y a aussi, et lui il a fait ça de manière évolutive, de manière empirique, où tout était gratuit, disponible, et il avait déjà son Patreon qui montait doucement. Et là maintenant, c'est soit tu contribues au Patreon et tu peux écouter la suite des épisodes, soit tu ne peux pas écouter. C'est clair et net. Et donc, je pense que c'est beaucoup mieux que des plateformes comme Magellan ou comme Sibel ou comme qui eux... et maintenant, ils en reviennent un peu, parce qu'il maintenant, il y a de plus en plus de saisons sur Magellan ou sur Sibel qui sont accessibles gratuitement pour donner envie d'aller écouter les autres. Mais à un moment, tout était payant sur Magellan et Sibel, mais là, je pense qu'ils en reviennent un peu. Et Sibel a changé son modèle économique, puisque maintenant, ils sont partis sur un projet qui s'appelle Frac, qui est carrément une crypto-monnaie. Alors là, on part sur vraiment des choses assez complexes, dont on parlera dans Podcast Magazine numéro 3, mais c'est pas encore vraiment... enfin, c'est en place, mais ils veulent pas encore trop communiquer dessus. Donc là, il y a des choses qui se passent, mais je pense que le côté empirique est intéressant. C'est-à-dire que, comme tu disais, Raph, il y a
une communauté qu'on a, qui nous aime bien et qui sait ce qu'on fait, la qualité qu'on a et à qui on explique, ben voilà, j'ai besoin moi de pouvoir professionnaliser le truc, continuer, c'est ma vie, je fais que ça. Et derrière de dire, puisque c'est ma vie, c'est que ça, si vous voulez me suivre, suivez-moi et vous allez continuer à contribuer à ce qu'on continue l'aventure ensemble. Et en plus, lui, c'est toute Oui, une mais chaîne. si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu dis, l'idée, quand même, quand tu as un podcast, moi, ce que je trouve passionnant dans le podcast, c'est que c'est un média qui dure. C'est-à-dire que, à la différence d'une photo sur Insta qui a disparu au bout de 3 jours ou d'un tweet au bout de 10 secondes, il y a des épisodes de podcast qui sont vrais aujourd'hui, qui sont vrais dans un an. La communauté, les gens qui te suivent, c'est des gens qui évoluent avec le temps. Moi, par exemple, je fais des épisodes donc, sur la musique où je traite un album par épisode. Donc, ce que je dis, que ce soit passionnant ou pas, sur un disque qui a 25 ans, c'est vrai aujourd'hui, ce sera vrai dans un an. Aujourd'hui, j'ai une communauté. Je peux passer ce podcast sur un modèle payant, peu cher, avec des gens qui vont me suivre. Mais je fais quoi des gens qui voudraient ou qui pourraient découvrir ce podcast dans un an? C'est-à-dire, si je le fais disparaître au fur et à mesure que pour les abonnés, ou si je le fais en sorte que le modèle devienne de plus en plus payant avec une inaccessibilité de certains épisodes, puisqu'ils sont passés au niveau des abonnés. La notoriété d'un podcast, elle n'est pas aussi visible que ça. Quand bien même j'aurais 5000 personnes qui me suivraient, ils vont pas partager, comme on peut voir sur les réseaux sociaux. Ils vont pas forcément se faire l'écho du podcast, surtout si en plus, ils ont payé pour l'avoir. Donc, comment je fais pour avoir des nouveaux entrants? C'est-à-dire que le problème du payant, c'est qu'il te ferme la porte à des nouveaux entrants, surtout quand tu as des épisodes qui sont vrais aujourd'hui comme dans un an. Et c'est là, en fait, où j'arrive pas à voir comment tu peux passer le cap. En fait, alors il y a Christian qui répond un peu à ta question. Nous sommes sur des plans de monétisation différents. Certains sont payants pour accéder au contenu, d'autres, l'écoute est libre et est payante. Et ils font payer des compléments, des contenus ou des privilèges. Ah oui, on est d'accord. Là, on est sur des systèmes de rémunération parallèles, un peu comme quand je fais mon live, quand mes enregistrements sont en live sur Twitch, où là, effectivement, il y a des moyens de monétiser, c'est-à-dire de prendre un peu d'argent. Je dis ça, c'est pas péjoratif, hein, mais effectivement d'avoir une contribution. Mais là, tes membres sont plus des gens qui contribuent, c'était le vieux bouton de don que tu avais de PayPal sur des sites. C'est des gens qui contribuent. C'est un modèle qui est, enfin, à mon sens, c'est un modèle différent de monétiser ou de rendre payant son podcast, c'est-à-dire de créer un modèle économique autour du podcast. Où effectivement, ton enregistrement, ton montage, tes invités, tes moyens de production sont conditionnés par l'argent que tu rentres. Aujourd'hui, des podcasts qui arrivent à avoir de la part de la communauté un petit pécule, il y en a plein qui arrivent à rentrer entre 100, 500, 700, 1000 euros même, et c'est pas rien, avec une communauté qui finance. Il y en a quand même plusieurs. Hein. Il y a Simon et Simone ou sur un podcast musical où ils te vendent un jambon virtuel. Il y a plein de gens que ça fait marrer et qui payent. Et ils tournent autour, ils avaient dit ça au Paris Podcast il y a 2 ans, ils tournent autour de 700 € par mois, ils sont très contents, tu vois, ils font leur podcast pour plaisir. Moi, sur Twitch, je l'ai déjà dit, je peux le redire, pendant le confinement, il y avait beaucoup plus de monde, les petites contributions naturelles de Twitch m'amenaient à 400 ou 500 € par mois. Maintenant que c'est plus dilué, je vais être autour des 150 ou 200. Je suis très content, je fais pas ça pour l'argent, c'est une aide des fans, c'est super plaisant. Mais c'est 2 choses complètement différentes. Ouais, d'ailleurs, si un jour tu veux qu'on fasse Twitch, le podcast sur Twitch, je suis ton homme. Oui. Alors j'ai une chaîne, hein, on a ouvert une chaîne. Après, c'est toujours le problème de se diversifier sur plein de canaux différents et de se poser la question. Là, ce matin, j'étais avec PPC en direct dans son podcast live qu'il faisait sur Twitter et puis maintenant qui multidiffuse LinkedIn, Twitch. Il est multi-support. D'ailleurs, il utilise StreamYard aussi. Et Twitch, dur, hein, ça décolle pas. Hein. C'est compliqué quand même d'arriver à développer une communauté sur Twitch et sans parler après des autres réseaux sociaux. Après, je pense qu'il y a un moment aussi, il faut savoir se limiter et être dans les réseaux. Enfin, pour moi, on en a déjà parlé quand on parlait des réseaux sociaux. Il faut se canaliser. Ouais, il faut se canaliser. Il faut pas partir partout parce que sinon, c'est être un peu nulle part.
Est-ce que il nous reste 8 minutes pour vous accueillir et il y a vraiment personne. Est-ce qu'il y a une personne qui paye pour un podcast dans la room? S'il n'y en a pas, au moins qu'il lève la main. Vous n'êtes pas obligé de parler, mais au moins levez la main et on vous fera pas monter. Mais si vous voulez monter, dites-le nous dans le chat. Est-ce que quelqu'un paye un podcast dans cette room? À mon avis, ça a l'air d'être non. Donc c'est aussi alors on n'est pas beaucoup, mais c'est quand même un signe intéressant de voir que sur 15 personnes, personne ne paye. Il y a Christophe qui veut intervenir. Philippe? Ouais. Oui, oui, Jean-Philippe, pardon, tu es là. J'avais pas vu que tu étais là. Excuse-moi, Jean-Philippe. Je t'en prie. Oui, bonjour. J'ai payé une fois un podcast parce que le contenu m'intéressait vraiment. C'était un contenu sur un sujet particulier, puisque je suis passionné par le maréchal Vauban, et c'était un podcast qui traitait du maréchal Vauban. C'était un one-shot. C'est un one-shot, voilà, j'ai payé une fois. Maintenant, concernant la rémunération que j'envisage de tirer de mes podcasts, sachant qu'aujourd'hui je n'en ai qu'un, ma première rémunération, c'est mon audimat, c'est ma visibilité. Il ne faut pas l'oublier, cette rémunération. Alors, je suis dans le B2B, ceci expliquant cela, mais c'est la production de mes contenus qui fait mon marketing d'une certaine façon. Oui, donc, ça c'est un modèle économique, en effet, complètement. C'est un modèle économique. Et l'autre solution que je compte utiliser, je ne sais pas si ça va marcher ou pas, c'est une fois que j'ai enregistré, que j'ai interviewé des chefs d'entreprise ou des personnes qui correspondent à ma cible, c'est de leur proposer, s'ils le souhaitent, s'ils ont apprécié le podcast que j'ai réalisé avec eux, c'est de mettre la main au pot, sans aucune obligation. Je ne leur dirai pas avant de faire le podcast, pour pas qu'ils s'imaginent que ce soit une condition, mais je leur demanderai, si jamais ils sont satisfaits, tout simplement, de cliquer sur mon site et puis d'acheter un ticket à 50 € ou à 100 €. Simplement en remerciement de ce qui a été produit et pour que je puisse être autofinancé sur la production de mes podcasts. Je ne sais pas encore une fois si ce modèle marchera. Ouais, écoute, tiens, je vais te mettre un petit son. Ah voilà, j'ai mis un petit son $, c'est marrant. Merci. Merci Jean-Philippe pour ton témoignage. Christophe, salut Christophe, bienvenue. Ouais, salut à tous. C'est un sujet compliqué, de faire payer ou pas payer. Moi, je pense très sincèrement que c'est pas possible de faire payer un podcast parce que la radio a toujours été gratuite et que son modèle est basé sur la publicité et que ça sera compliqué. Alors, il y aura des gros influenceurs ou des grandes marques qui y arriveront, mais sans quoi, quand on voit la pléthore de podcasts qui sortent tous les jours ou toutes les semaines, c'est quasi impossible. Je crois plutôt à ce que je t'ai mis sur Cool, en fait, où aujourd'hui, le Web3 va permettre de créer ce qu'on appelle une DAO. Ouais, c'est ça. Et je pense plus que 1000 podcasteurs ou 2000 podcasteurs ou 10 000 podcasteurs ensemble peuvent faire payer un abonnement pour faire découvrir une offre. Et à ce moment-là, tous les modèles économiques sont possibles. Et ça, le Web3 le permet aujourd'hui. Personne n'a été dessus, y compris Uncut. Uncut, ça n'a rien à voir. C'est un autre C'est un peu business. propriétaire, Uncut, même s'ils ont quand même ouvert fortement le fonctionnement. On peut ajouter son wallet, on peut retirer l'argent qu'on a, donc c'est quand même assez ouvert. C'est brandé Uncut, c'est pas brandé par les podcasteurs natifs, tu vois ce que je veux dire? Ouais, aujourd'hui, ceux qui ont réussi à faire les modèles payants, donc c'est iTunes, tu l'as dit, c'est Spotify. Voilà, c'est quoi? C'est une offre avec des millions de titres. Les gens veulent ça, ils veulent avoir une diversité de choix et écouter ce qu'ils veulent à n'importe quel moment, à n'importe quel usage, n'importe quel thème. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pas se griller avec un podcast sur des thèmes divers et variés. Surtout que tous les podcasts sont pas tous bons, quoi. Et je parle y compris du mien. C'est des fois on fait un bon podcast et puis une fois d'après on en fait un mauvais. On n'est ni Europe 1 ni RTL. On n'a pas d'outils de production, on n'a pas une équipe qui écrit les scripts et tout. Donc c'est très compliqué de faire payant sur quelqu'un qui
voilà, j'y crois pas du tout. Hein. Franchement, j'y crois pas du tout. Alors, on va expliquer parce que moi, ça m'intéresse ce que tu as mis sur Cool. Alors, c'est pour ceux qui font partie des cerveaux. Hein. Vous pouvez voir dans les commentaires de l'article que j'ai publié sur le modèle économique pour le podcast Mag numéro 3. Et c'est vrai que la DAO, c'est en gros, vous devenez actionnaire d'un projet. C'est un peu comme une SCOP. Vous savez, une SCOP, c'est une SARL collaborative, coopérative en fait. Il y a beaucoup de producteurs d'ailleurs de lait ou de je pense de viande aussi qui se montent en SCOP et qui leur permet en fait de facturer ensemble, d'avoir des prix d'achat baissés, des prix de vente aussi plus importants et d'être tous dans la même structure et d'être salariés de la même structure et de faire en sorte que quand il y a des bénéfices, ce soit partagé à l'ensemble de ceux qui ont le plus de parts, bien entendu, avec une équipe dirigeante. La DAO, c'est un peu ça, mais de manière totalement immatérielle. C'est ça, Christophe? Ouais, c'est complètement immatériel, c'est basé sur la blockchain. Ça peut faire un peu peur, ça, la blockchain. Moi, c'est un peu ça qui, si tu veux, et c'est ce que je t'ai répondu dans Cool, c'est le fait que... moi, j'ai créé un wallet parce que voilà, je suis rentré avec Anthony Gouraud qui nous a lancé dans les NFT et qui a fait ça vraiment super bien. On a ouvert sur Uncut, des trucs, donc j'ai des wallets. Mais parce que je suis un peu tech, un peu geek et que j'ai osé en ouvrir un, mais je suis pas sûr que ça soit forcément la majorité des gens qui, tu vois, ils ont peut-être un peu... La blockchain déjà, ça leur parle pas. Alors, quand tu leur dis, c'est en fait, l'argent que vous mettez, c'est que vous mettez vous mettez en fait un anneau à la chaîne et cet anneau, il vous appartient et vous rendez réel en fait votre propriété immatérielle par une écriture que vous avez dans cette blockchain. Donc c'est une chaîne à laquelle vous ajoutez un anneau et vous êtes un des anneaux de la chaîne. C'est comme ça que je l'explique pour que les gens comprennent, parce que blockchain pour certaines personnes ça veut rien dire en fait. Oui, mais je pense que le produit marketing aujourd'hui de la DAO et du Web3 n'est pas encore finalisé. Il est pas, voilà, c'est comme le web des années 2000. Il y a beaucoup de gens qui avaient peur et qui ne comprenaient pas ce que c'était. Aujourd'hui, ceux qui ont créé les premières applications sur mobile dans les années 2008, ils avaient peur aussi. Ils ne savaient pas comment faire, ce que ça coûtait, qu'est-ce que ça allait donner, etc. Et puis l'écosystème s'est mis en place et 10 ans ou 15 ans après, c'est le jackpot. Donc aujourd'hui, il faut démarrer. Et puis la promesse, il faut l'écrire, il faut écrire le marketing, il ne faut pas parler de blockchain, il ne faut pas parler de DAO aux gens, hein. Ça c'est très clair. Ouais, c'est ça fait un peu peur. Ouais. Bien sûr. Ça, c'est que la technique qui va permettre de faire ces choses. Mais très clairement, créer un catalogue de 10 000 podcasteurs natifs sur la blockchain et permettre aux gens de s'abonner et de pouvoir, aux podcasteurs d'en vivre, y compris eux de participer. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des DAO qui sont existantes dans des tas de business aujourd'hui qui ont été créés pour la plupart aux États-Unis ou en Asie, qui fonctionnent relativement bien, quoi. Moi, je suis partant. Hein. Honnêtement, Christophe, je suis partant. Je pense qu'il faudrait qu'on monte déjà un premier groupe de travail avec Anthony et toi, si ça t'intéresse, si tu connais des exemples ou si tu sais comment. Moi, je ne sais pas du tout comment on s'y prend pour monter une DAO et surtout monter l'offre qui va avec pour que les podcasteurs, ça soit intéressant et que ce que je sais, c'est que moi, avant de rentrer dans Uncut, enfin dans la saison 4 de Silicon Carnet, j'ai fait les calculs, c'est-à-dire que j'ai regardé combien ça allait coûter et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça peut rapporter? Donc en fait, c'est ça qu'il faut arriver à faire dans une DAO, c'est de dire, tu mets 100, est-ce qu'au final, ça va te coûter sur ces 100, tu vas gagner 75 ou est-ce que tu peux gagner éventuellement 150 où tu couvres tes frais parce que c'est ça qui est important, je pense, quand tu es associé d'une structure, c'est pour aussi, que ça ne te coûte pas trop cher et deux, que tu puisses en bénéficier si ça marche. Oui, absolument. Mais après, Philippe, c'est un projet d'entreprise. Donc, si toi, tu as envie de faire ça, moi, je peux t'aider, te mettre en relation avec des gens qui savent construire ce genre de choses. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est un projet d'entreprise. Donc, une fois que tu es lancé là-dedans, c'est comme si c'est exactement le même montage que ton magazine papier. Ouais, c'est ça. C'est une machine quand même. C'est une machine. Oui, c'est une machine. Mais après, c'est de l'immatériel, c'est du code. C'est des développeurs qui vont coder. Après, il y a le marketing à mettre en place, donc c'est un projet d'entreprise. Ouais. C'est un truc qui est
c'est ta vie, quoi. Mais Ouais, moi, c'est c'est pas, ça, moi, c'est c'est pas le lourd. truc que je veux faire. Je veux bien Mais- t'aider, mais c'est pas, voilà, mais- c'est pas mon métier, moi. Si je me permets, les amis, je vois un autre problème qui arrive. C'est que C'est qu'il est 13h52 et que je dois vous quitter. Je vous laisse continuer. La room, je suis désolé, il faut vraiment que je clôture parce que je dois partir. Zuber, je te laisse dire un mot et puis je dois vraiment filer parce que là, dans 8 minutes, je suis en live. D'accord. Mon mot, c'est l'accessibilité. Voilà. Ah, Toutes les bah oui. solutions. Alors, on sait que tu y On ne tiens paye pas. et on y fait attention grâce à toi en fait aussi parce que c'est vrai qu'il y en a peu Ouais, qui le rappellent. mais clairement, on peut pas payer un podcast aujourd'hui parce que c'est pas accessible. Aucune plateforme ne l'est. Ouais, propose une room sur l'accessibilité, on la fera. Merci à tous et à toutes. Désolé pour vous quitter aussi rapidement, c'est passionnant. Je pense qu'on fera aussi une room sur le Web3 et la DAO. On se retrouve la semaine prochaine. J'ai un générique particulier si tu veux, Philippe. Vas-y. Vous entendez là? Ouais. Ce générique-là, il est unique, il est libre de droit. C'est pour les podcasteurs ou les gens qui font de la création sonore. Vous allez sur une intelligence artificielle qui s'appelle Beethoven. Voilà. Ouais, on l'a testé. Beethoven.ai. Et vous pouvez créer votre musique, c'est gratos. Alors vous pouvez sélectionner le mood, le genre, les instruments que vous mettez à l'intérieur. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec un spectre, des spectres qui s'affichent sur votre écran. Voilà, ça s'appelle Beethoven.ai. Et super. Et n'oubliez pas d'aller commander votre magazine numéro 2. Il arrive bientôt. Salut, bonne journée à tous. Portez-vous bien et surtout, que la force soit avec vous. Et comme disait notre podcastologue, que l'audio soit avec vous. À bientôt. Une production Radio House. Découvrez et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, faut pas mettre de tiret. Moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque, il est posée. Donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House.